Bienvenue à toutes et tous sur le Podisto de la chaîne Histoire d'aimer. Dans l'épisode précédent, l'armée de Cyrus a emprunté le passage des piles ciliciennes pour entrer en Syrie. Pasion de Mégare et Xénias d'Arcadie ont décidé de quitter l'expédition. La troupe a poursuivi sa route et est arrivée au bord de l'Arax. Nous voilà arrivés au 5e épisode de notre format audiolivre. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous sommes toujours à l'écoute de vos suggestions afin d'améliorer notre contenu. Dans la description de la vidéo, vous aurez un lexique où vous pourrez vous y référer lorsque vous rencontrerez un terme qui est un petit peu trop velu. Installez-vous confortablement, posez des écouteurs sur vos oreilles et laissez-vous guider. Je vous souhaite une très bonne écoute. Xénophon, Anabase, livre 1er, chapitre 5. Marche pénible dans le désert, arrivée à Carmande, dispute entre deux soldats. Il traverse ensuite l'Arabie, ayant l'Euphrate à droite, et fait en 5 étapes, dans un désert, 35 parasanges. La terre, en ce pays, est une vaste plaine, unie comme une mer et pleine d'absinthe. Tout ce qu'il y croît de plantes ou de roseaux est aromatique, mais il n'y a point d'ombre. Les animaux sont fort nombreux, ânes sauvages et beaucoup d'autruches fort grandes, des outardes, des gazelles. Les cavaliers poursuivaient parfois ces animaux. Les ânes, quand on les poursuivait, gagnaient de vitesse et s'arrêtaient, car ils couraient beaucoup plus vite que le cheval. Puis, quand le cheval approchait, ils recommençaient le même manège, en sorte qu'on ne pouvait les prendre à moins que les cavaliers, s'échelonnant par distance, ne leur fissent la chasse avec des relais. La chair de ceux qu'on prit ressemblait à celle du cerf, mais plus délicate. Personne ne prit d'autruche. Ceux des cavaliers qui en poursuivirent y renoncèrent bientôt. L'oiseau se dérobait par la fuite, en courant à toutes jambes, en élevant ses ailes dont il usait comme une voile. Quant aux outardes, en les faisant lever promptement, il est facile de les prendre. Elles ont le vol court, comme les perdrix, et sont bientôt rendues. Leur chair était délicieuse. Après avoir traversé cette plaine, on arrive au fleuve Mascas, large d'un fleuve. Là se trouve une ville déserte, grande, nommée Corsote. Elle est arrosée par le fleuve Mascas, qui en fait le tour. On reste là 3 jours, et l'armée s'y ravitaille. Après quoi, on fait en 13 étapes 90 parasanges dans le désert, ayant toujours l'Euphrate à droite. Et l'on arrive aux piles. Dans ces marches, beaucoup de bêtes de somme moururent de faim. Il n'y avait ni fourrage, ni arbre. Tout le pays était nu. Les habitants déterrent le long du fleuve des pierres à meules qu'ils façonnent et transportent à Babylone. Ils les y vendent et de cet échange achètent du blé dont ils vivent. L'armée manqua de vivres et ne put en acheter qu'au marché lydien dans le camp barbare de Cyrus. La capite de farine, de froment ou d'orge coûtait 4 sigles. Or, le sigle vaut 7 oboles attiques et demi, et la capite contient 2 chénisses attiques. Les soldats ne se soutenaient donc qu'en mangeant de la viande. On faisait de ces longues marches quand on voulait camper à la portée de l'eau et du fourrage. On arrive un jour à un passage resserré, plein de boue, impraticable aux charrois. Cyrus s'y arrête avec les premiers et les plus riches de sa suite, et charge Glosse et Pigresse de prendre avec eux un détachement de barbares pour faire avancer les chariots. Comme il lui semble agir avec lenteur, il ordonne d'un air de colère aux seigneurs perses qui l'entourent de se mettre aussi aux chariots. On vit alors un bel exemple de discipline. Chacun à l'instant jette son surtout de pourpre à la place où il se trouve, se met à courir comme s'il s'agissait d'un prix et descend un coteau rapide, malgré les riches tuniques et les hauts de chausses brodés. Quelques-uns avaient des colliers au cou, des anneaux aux doigts, et en un clin d'œil, ils sautent tous dans la boue, plus vite qu'on ne peut se le figurer, enlèvent les chariots et les dégagent. En somme, on voyait que Cyrus pressait sa marche et ne s'arrêtait que pour prendre des vivres ou pour tout autre motif urgent. Il pensait que plus il se presserait, moins le roi serait préparé à combattre, et que plus il irait lentement, plus l'armée du roi se renforcerait. Car tout homme qui réfléchit voit que l'empire du grand roi est puissant par l'étendue du pays et par la population, mais que la longueur des distances et la dispersion des forces le rendent faible contre quiconque lui ferait la guerre avec promptitude. Sur l'autre rive de l'Euphrate,
et vis-à-vis du camp établi dans le désert, était une ville riche et grande nommée Carmande. Les soldats y allaient acheter des vivres en se faisant des radeaux de la manière suivante. Ils prenaient les pots qui leur servaient de couverture, les remplissaient de foin léger, puis les joignaient et les cousaient si serrés que l'eau ne pouvait mouiller l'herbe sèche. Ils traversaient là-dessus et se procuraient des vivres, du vin fait de l'espèce de gland que produit le palmier et de la graine de millet. Ce pays en abondait. En ce lieu survint une dispute entre deux soldats, l'un à Ménon, l'autre à Cléarque. Cléarque, jugeant que le soldat de Ménon avait tort, le frappe. Le soldat, de retour à son camp, raconte la chose. À son récit, les soldats se fâchent et deviennent furieux contre Cléarque. Le même jour, Cléarque étant allé au passage du fleuve pour y surveiller le marché, revenait à cheval vers sa tente, en traversant le camp de Ménon. Il n'avait avec lui que quelques hommes. Cyrus n'était pas encore arrivé, mais il était en route. Un des soldats de Ménon, qui fendait du bois, voyant Cléarque passer, lui jette sa hache et le manque. Un autre lui lance une pierre. Un troisième en fait autant. Puis un grand nombre attiré par les cris. Cléarque se sauve dans son quartier, crie sur le champ aux armes, ordonne aux hoplites de rester en bataille, les boucliers placés devant leurs genoux. Pour lui, suivi des traces et des cavaliers qui étaient dans son camp, au nombre de plus de 40, traces aussi pour la plupart, il marche droit à la troupe de Ménon qui frappait d'étonnement, ainsi que Ménon lui-même, court aux armes. Quelques-uns restent en place, ne sachant que résoudre. Alors Proxène, qui finit par arriver à la tête d'une compagnie d'hoplites, fait avancer ses hommes entre les deux parties, commande de mettre bas les armes et supplie Cléarque de ne pas agir comme il allait le faire. Cléarque, qui avait failli être lapidé, est furieux d'entendre Proxène parler si tranquillement de son affront. Il le presse de lui laisser le champ libre. Cependant Cyrus arrive, apprend la nouvelle, saisit ses armes, arrive entre les deux troupes, suivi de quelques-uns de ses fidèles, et s'écrie « Cléarque, Proxène et vous autres Grecs ici présents, vous ne savez pas ce que vous faites. Si vous vous battez entre vous, songez-y. Dès ce jour, ma perte est décidée, et la vôtre suivra de près la mienne. Mes affaires tournant mal, tous les barbares que vous voyez ici seront pour moi des ennemis plus dangereux que ceux qui sont auprès du roi. » En entendant ces mots, Cléarque revient à lui. Les deux parties s'apaisent, et l'on met bas les armes.